Alors, le biomimétisme, si je le définis, c'est une approche d'innovation, une approche de recherche et développement, qui consiste donc à s'inspirer de ce qu'on pourrait appeler l'ingéniosité, c'est-à-dire l'intelligence de la nature pour innover. Donc, l'idée, elle est très simple. La nature, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle existe. C'est un ensemble d'organismes vivants qui sont très éprouvés, très sophistiqués, beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser. Et donc, c'est un levier, c'est un vivier de très bonnes idées, de très bons designs, de très bonnes techniques ou fonctions qui peuvent servir de source d'inspiration pour améliorer ou repenser nos technologies. Donc le biomimétisme, finalement, c'est cette discipline à cheval entre de la biologie et de l'ingénierie qui consiste à aller repérer toutes ces tactiques, tous ces savoir-faire des organismes vivants pour améliorer ou repenser nos technologies industrielles humaines. C'est uniquement sur les technologies ou ça peut toucher un petit peu à tout mais souvent, c'est des innovations technologiques. Alors, ça touche principalement effectivement des technologies. Ça peut toucher les lampes ou les caméras qui sont en train de nous filmer, ça peut toucher ce micro, ça peut toucher une table, etc. Donc effectivement, c'est du technologie hardware, mais ça touche aussi des algorithmes, par exemple. Tu peux faire de la cybersécurité bio-inspirée. Tu peux t'inspirer, par exemple, du système immunitaire humain pour comprendre comment est-ce qu'on peut traiter une menace et t'extrapoles ça dans un algorithme. Tu peux faire de l'intelligence artificielle bio-inspirée. Tu peux aussi faire, moi je l'ai déjà vu, alors mon entreprise Bioxégie, on va en parler, mais on n'en fait pas, mais ça s'est déjà vu, tu as de l'organisation, donc des ressources humaines bio-inspirées. Comment est-ce que des organismes vivants ou des super-organismes, par exemple des fourmilières, gèrent entre elles le passage d'informations, la gestion de la décentralisation d'intelligence ou de décision, et comment tu peux en créer, par exemple, repenser des systèmes organisationnels de grands groupes. Mais est-ce qu'il y a des études pour devenir biomiméticien Alors non, il n'existe pas d'études pour devenir biomiméticien. En réalité, tu as certaines universités, j'en ai déjà vu en Hollande, j'en ai vu aussi en Allemagne, qui font des masters spécialisés ou des électifs spécifiques sur le biomimétisme, mais c'est plus à titre d'information pour sensibiliser des ingénieurs, mais tu n'as pas vraiment de formation qualifiante sur le biomimétisme. Nos équipes, en fait, c'est principalement des ingénieurs qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs françaises, les mines, les ponts, les centrales, etc. Et on va nous-mêmes les former à cette gymnastique, parce que moi, je décris vraiment ça comme une gymnastique naissante, à cette discipline qui est le biomimétisme. Ok, et donc du coup, pour bien comprendre, moi ce que je trouve difficile dans le biomimétisme, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de recherche et développement, donc du coup, ça doit être difficile de créer une entreprise qui gagne vite de l'argent, parce que tu as une phase super longue, je pense, de R&D. Ouais. Et donc du coup, si tu veux devenir biomiméticien, tu as deux solutions. Soit tu lances une boîte justement comme la tienne qui est spécialisée dedans, et donc du coup, tu vas travailler pour des entreprises pour répondre à des besoins. Par exemple, je ne sais pas, un t-shirt qui aurait besoin d'être plus aéré, ou j'en sais rien. Ouais. Ou tu travailles pour une entreprise dans laquelle tu vas apporter une innovation spécifique sur un produit et tu te sers du biomimétisme pour faire exploser une boîte. Mais tu as deux chemins, on va dire. Il y a deux chemins. Le troisième chemin, c'est chercheur. Tu peux avoir des chercheurs dans des grands centres de recherche en France ou à l'international. Ça peut être, il y a beaucoup de biomiméticiens à Harvard, à Stanford, à Caltech, Georgia Tech, tu vas aux États-Unis. Il y en a, si tu prends l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, il y a aussi des biomiméticiens. Tu prends en France, c'est le CNRS, okay, le CEA, etc. Ils ont des équipes de recherche, mais c'est de la recherche fondamentale. C'est vrai que pour les collègues que tu vois ici, donc soit des ingénieurs, soit issus de grandes écoles, par exemple AgroParisTech ou des grandes écoles de management, là il y a peu d'offres d'emploi. D'ailleurs Bioxégie en fait a une très bonne marque employeur, une très bonne rétention, parce qu'on fait partie des seuls, non seulement à l'échelle européenne, mais même à l'échelle internationale à maîtriser ce domaine-là. Donc on a beaucoup de candidatures. Mais il y a un pôle de recherche en France pour travailler dans ce domaine-là où il y a... Non, tu n'as pas de pôle de... À quel point c'est développé le biomimétisme en France ? Alors, je te propose de faire même un petit peu d'historique, parce que c'est intéressant en la matière. En gros, comment est-ce que ça a émergé le biomimétisme ? S'inspirer de la nature, c'est pas nouveau. Tu as eu certains chercheurs ou certains ingénieurs, dès les années 40 ou 50, ils ont commencé à explorer la nature. Ils se sont dit, tiens, c'est intéressant. Un très bon exemple en la matière, c'est Georges de Maestrel, qui est un ingénieur suisse, qui se balade en fait dans les Alpes avec son chien et qui remarque qu'en rentrant de balade, son chien, il a des petites billes comme ça, des petits fruits, qu'on appelle les fruits de la bardane, qui se sont accrochés sur les poils de son chien. Et la bardane est une plante et qui, pour coloniser le milieu, n'utilise pas du tout en fait, des abeilles ou des pollinisateurs type insectes. En fait, elle va lâcher ces petites graines qui vont s'accrocher aux poils d'animaux sauvages, mais du coup aussi les chiens, et qui vont permettre de coloniser le milieu. Et lui, en fait, il observe au microscope le fruit de la bardane, et il observe en fait
des petits crochets à extension qui sont ultra flexibles et qui permettent de s'accrocher justement aux poils des chiens et qui à un moment donné se décrochent et vont tomber et coloniser le milieu. Et il observe ça et il se dit, mais tiens, en fait, ça pourrait être très intéressant comme système d'accroche-décroche. Et ce monsieur-là, Georges de Mestral, est à l'origine de la boîte Velcro qui a inventé ce que nous, on appelle le scratch. C'est velours crochet, c'est inspiré du fruit de la bardane. Donc ce que tu as utilisé sur ton sac, sur tes baskets, etc., c'est bio-inspiré. Donc il y a des exemples comme ça qui sont méconnus, qui sont en fait bio-mimétiques. Et donc du coup, en fait, ça existait déjà, il y avait déjà des exemples, la Tour Eiffel est bio-inspirée. C'est l'équipe de Gustave Eiffel, plus précisément un monsieur qui s'appelle Hermann von Meyer, qui a étudié en fait l'intérieur du fémur, qui est une architecture aérée, donc c'est-à-dire c'est des lignes de force particulières, une sorte de maillage spécifique, et qui a eu l'idée de le reproduire sur la Tour Eiffel. C'est une des premières fois que la Tour Eiffel est un des premiers édifices où c'est pas de la terre pleine comme ça, mais bien des maillages en fait très aérés qui permettent d'optimiser le rapport entre la quantité de métaux utilisés et la force de la structure, quoi. Il a utilisé quoi, pardon, là, pour la Tour Eiffel comme le fémur, la tête du fémur. Le fémur, c'est l'os qui parcourt ta cuisse et qui rentre dans Donc là, il s'est servi vraiment en biomimétisme de l'être humain, pour le coup. Oui, exactement. Oui, l'être humain est un organisme donc vivant. si je te demande ça, c'est pour dire que le biomimétisme, c'est les plantes, les animaux, l'être humain, c'est tout ce qui... Tous les règnes du vivant.